Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence pour ce 22e déjeuner jeunes chercheurs du LabEx Futurs Urbains. On a le plaisir aujourd'hui d'entendre une jeune doctorante, Hayat Zimé Yerima, qui est doctorante au LESU sous la direction de Martin Seidel, qui va faire dans un instant l'introduction et puis ensuite la modération. Et la thèse est également co-dirigée par Marie-Christine Gromer, qui nous rejoindra peut-être, thèse co-dirigée depuis 2021. Ce déjeuner jeunes chercheurs, il est présenté par le groupe Nature Urbaine. C'est le deuxième déjeuner que présente ce groupe, puisqu'on avait déjà eu le plaisir d'entendre il y a à peu près un an un postdoctorant, Alexandro Elias Arbarotti, qui nous avait déjà parlé de végétation en ville, mais sous un tout autre sujet, puisqu'il s'agissait en fait du sujet des jardins partagés du 20e arrondissement. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est disponible en ligne sur la chaîne YouTube du LabEx Futur Urbain, à laquelle vous avez accès par le site du LabEx Futur Urbain. Donc la thèse d'Hayat Zimé Yerima porte sur l'arbre d'alignement comme moyen innovant pour la maîtrise des eaux pluviales en ville. Donc c'est un sujet qui évidemment est extrêmement intéressant, hein, pour la fabrique urbaine contemporaine, pour les futurs urbains. À plusieurs reprises, au moment des canicules estivales, on a revu apparaître cette question de l'arbre en ville. C'est une question qui est complexe pour beaucoup de raisons, hein. Elle est complexe pour des raisons écologistes, écologiques plutôt. Nos collègues architectes paysagistes nous disent à plusieurs reprises que les essences des arbres sont en train d'évoluer. C'est une question complexe du point de vue social, puisque les sociétés urbaines aujourd'hui sont extrêmement sensibles à la question de l'évolution des arbres. Et chaque fois qu'un élu local décide d'enlever des arbres, souvent parce qu'ils sont morts, ça, ça suscite un certain nombre de critiques et d'oppositions. Et puis elle est aussi sensible parce qu'elle coûte très cher aux collectivités locales qui gèrent ces arbres. Et dans le contexte de réduction des finances publiques, les budgets espaces verts sont évidemment extrêmement contraints. Alors, juste avant de donner la parole à Martin Seidel, qui va présenter de manière un petit peu plus détaillée le travail d'Hayat, je voulais juste dire que le titre de ce déjeuner n'est pas sans évoquer pour les plus anciens d'entre nous une célèbre chanson de Maxime Le Forestier en 1972, dans le premier album de ce chanteur folk engagé. La chanson, vous vous en rappelez sans doute, hein, elle s'appelle Comme un arbre dans la ville. Et j'en extrais juste ce vers. Entre béton et bitume, pour pousser, je me débats, mais mes branches volent bas. Alors, on espère que ça va voler plus haut aujourd'hui avec ce déjeuner. Et sans plus tarder, je donne la parole à Martin Seidel en le remerciant d'avoir accepté de faire l'introduction et la modération. Donc, je rappelle le fonctionnement, hein, sinon, donc après l'introduction, Ayad va avoir une bonne vingtaine de minutes pour présenter son travail. Ensuite, Martin introduira le débat, puis on aura à peu près un quart d'heure pour continuer le débat. Martin, si vous voulez bien, c'est à vous. Mettez votre micro. Effectivement, un micro, ça c'est pratique. Et donc, je vais essayer de partager ici un écran rapidement. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler de gestion durable du ruissellement urbain. C'est effectivement, pardon, tout le monde m'entend bien? Oui, c'est bon, oui. OK. Et donc, effectivement, on est plusieurs chercheurs. Donc, les travaux de Hayat, ils sont élaborés en fait dans le cadre du programme de recherche O+5, qui travaille entre autres sur la gestion à la source des eaux pluviales. On travaille sur des choses comme évapotranspiration, jardin de pluie, arbres de pluie, la biodétention et biodégradation. Et donc, on est en équipe de 7 chercheurs avec à peu près 6 thèses en cours et on travaille tous au fait sur la problématique euh, de l'eau en ville. Alors là, je mets au fait un petit transparent, en fait, j'ai dit un peu classique pour dire au fait qu'on est dans une situation en ville
qui reçoit en fait le ruissellement urbain et qui va le traiter. Donc, on a évolué au fait de la situation naturelle, au fait où il n'y avait pas de problème, où l'eau qui retombe ruisselle très peu, et principalement en fait transmis vers la nappe et évapotranspiration. Donc, on a très peu de ruissellement. Alors, les villes, en fait, ils ont été construites pour chasser en fait l'eau de pluie à l'extérieur, pour se protéger. Et du coup, en fait, ça nous crée des problèmes comme l'inondation. Et donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, cette approche-là, en fait, de imperméabilisation des surfaces, que c'est en fait une conséquence néfaste et qu'on peut là travailler en effectivement essayant d'intercepter la précipitation, en fait, les plus proches à la source et l'infiltrer et éventuellement restituer à la nature. Donc aujourd'hui, on fait le schéma en fait d'évolution qui était de gauche à droite, donc de la situation naturelle de la situation artificielle, des sols artificialisés. On fait le schéma à l'envers et donc on essaye d'utiliser la nature pour nous aider à gérer au fait l'eau en ville. Et donc là, grossièrement, en fait, si on va à la ville aujourd'hui, en fait, on essaye au fait de ralentir le ruissellement en travers de la ville à l'aide au fait des végétaux, des arbustes et des espaces végétalisés. Non simplement en fait pour diminuer au fait ces ruissellements, c'est retenir quelque part aussi l'eau en ville pour que la ville profite mieux au fait de cette ressource-là. L'évapotranspiration, ça va nous rafraîchir, mais ça va permettre aussi d'augmenter la biodiversité en ville. La ville, comme les Chinois disent bien, en fait, la ville éponge, elle va retenir l'eau dans la ville et elle va servir plus longtemps en fait, à la ville. Et donc, une partie au fait de ces travaux-là, autour au fait de la ville, les espaces verts et les espaces végétaux qui pourraient gérer au fait mieux l'eau dans la ville, c'est l'arbre de pluie qu'on a mis en place pour voir en fait si effectivement un outil qu'on connaît déjà bien en ville, par exemple l'arbre d'aliment, ne pourrait pas servir aussi à contribuer à la gestion en fait de ruissellement urbain et simplement n'est pas simplement contribuer à la gestion, mais aussi améliorer au fait les cadres de vie de ses habitants. Alors, je pense qu'au fait, il faut que je garde au fait cette introduction très courte. Donc, je veux passer la parole à Ayat pour enchaîner justement en fait sur la problématique de l'arbre en ville et les bénéfices au fait qu'on peut en tirer pour la gestion du ruissellement urbain. Bonjour à tous. Je vous allez m'excuser pour le bruit de fond parce que je suis actuellement sur le terrain et j'ai sollicité une boutique pour une... D'accord, on ne vous entend pas très bien. Un instant. Ok, merci bien. Ok. Vous voyez mon écran? Non, on ne le voit pas, il faut que vous le repartagiez. Là, c'est bon? Pas encore. Oui, là, c'est bon, c'est parfait. On vous écoute. Rebonjour à tous. Je suis Raya Dime Yerimon, doctorante en deuxième année de théologie et je mène ma thèse en partenariat avec le Bureau d'études Hydrasol. Les travaux portent essentiellement sur les relations entre les racines, l'eau et le sol. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu des arbres de pluie et notamment les arbres de pluie du dispositif expérimental de Saint City.
basé à Champs-sur-Marne. L'urbanisation désigne en effet le processus de la croissance continue des populations, mais et comme nous le savons tous, bien qu'elle soit source de nourrir, l'urbanisation génère en effet des problèmes environnementologiques. En effet, une augmentation des surfaces perméables à travers la voirie, les bâtis et d'autres. Et face à cela, il y a une réduction de filtration dans le sol. Et à cela s'ajoute aussi l'incapacité des oiseaux en cas de forage. Face à cette situation, il y a une évolution de paradigme où nous sommes passés du tout à l'égout à des villes plus perméables avec des ouvrages de gestion à la source. Ces ouvrages ont en effet pour but de limiter les débordements des réseaux, mais aussi de limiter les rejetés lors des périodes de pluie. On peut citer entre autres les toits végétalisés, les jardins de pluie, les bassins de rétention ou encore les arbres de pluie, technique sur laquelle porte la présente étude. En ce qui concerne les arbres, il faut dire que la plupart des études ont en effet porté sur leur capacité à rafraîchir. Peu d'études ont en effet quantifié leur capacité de rétention au niveau de la fosse de plantation sur le bilan hydrologique urbain. L'arbre peut rendre en effet plusieurs services en milieu urbain. On peut citer entre autres l'habitat qui constitue pour la biodiversité, la purification de l'air, l'augmentation de la valeur des propriétés et bien d'autres encore. En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, cela permet en effet de réduire les volumes ruisselés, d'une part par l'interception au niveau de la canopée, mais aussi par la filtration et le stockage dans le sol. Il faut dire que comme un climatiseur, d'une part par l'ombrage qu'elle procure en absorbant, mais d'autre part par la jette en effet des vapeurs d'eau qui permettent de rafraîchir son microclimat en milieu urbain. Et ces différentes fonctions de l'arbre de pluie, des arbres d'alignement, en effet, l'arbre de pluie, c'est une solution. L'arbre de pluie, c'est en fait un arbre d'alignement qui permet de gérer la pluie au plus près de son point de chute, c'est-à-dire en amont des réseaux, réduisant de ce fait les inondations. C'est une technique qui est un peu plus développée dans le milieu anglo-saxon et porte le nom de Tree Box Pit ou Stormwater Tree ou encore Tree Filter. L'arbre de pluie permet en effet d'une part la collecte des eaux de pluie en les rejets dans de récupération. Elle permet aussi la réduction du parcours de route en diminuant ainsi la pollution qui est drainée. Elle permet aussi de stocker l'eau, ce qui permet par la suite de briques. Mais elle permet aussi une infiltration qui par la suite pourra servir de recharge pour notre nappe. Il faut dire qu'il existe différentes pratiques de l'arbre de pluie. Ici, on a pu établir 4 grandes pratiques. La première qui concerne la modification de l'arbre d'alignement existant. La deuxième qui a pour objectif du bien-être de l'arbre et dans son développement. La troisième qui traite de la gestion des eaux pluviales. Et la quatrième qui consiste en effet en des dispositifs commerciaux préfabriqués. La première consiste à apporter des c'est le cas où nous avons vu les eaux pluviales de la chaussée sont ainsi dirigées vers la fosse de l'arbre de pluie à travers une tranchée. Nous avons aussi des pratiques d'arbres de pluie dont l'objectif principal est le développement des arbres. On peut noter quatre pratiques. La première qui utilise des sols structurels, la deuxième qui utilise des structures alvéolaires et la troisième qui est un système flottant
En ce qui concerne la première, vous voyez toujours mon écran? Oui, on voit, le son est vraiment très mauvais par contre. On a vraiment du mal à vous entendre. D'accord, je vais me rapprocher. C'est figé. J'ai un problème, mon écran est figé. OK. Nous avons donc les pratiques qui sont basées sur le développement de l'app, comme c'est le cas du système de com, qui utilise en effet un mélange de terre-pierre. Il faut dire que cette pratique permet un soutien de compaction nécessaire au revêtement. Elle a été développée en effet par le Suédois John Inbrun il y a de cela une quinzaine d'années et est très pratiquée. Nous avons aussi des structures alvéolaires. Ces structures constituent en effet une structure portante pour le maintien des revêtements. Les cellules alvéolaires permettent aussi un volume important de terre dans le système racinaire et tout comme le système de Stockholm sont compatibles avec les infrastructures souterraines. Et nous avons en dernier le système flottant qui a un matelas alvéolaire perméable qui est placé entre le revêtement et la surface d'enracinement. Il faut dire que ce système n'est applicable que sur des chaussées à faible potence, comme c'est le cas des trottoirs par exemple ou dans les parcs. Et nous avons aussi des pratiques d'arbres de pluie qui sont basées sur la gestion des eaux pluviales. C'est le cas des systèmes de biorétention. En effet, les ouvrages de rétention sont des dépressions végétalisées qui comprennent en effet, qui contiennent un substrat. Et sur ce substrat, sont dirigées les eaux pluviales, stockées et par la suite filtrées. Une dernière de pluie des dispositifs comme préfabriqués. Dans ce cas, nous avons des boîtes en béton qui fonctionnent comme plusieurs types de dispositifs. Nous avons le Filtera, le hydrobiofiltre, le bio. Il faut que ce genre de conception forcément pour le développement de l'arbre. Ce qui fait que le choix de l'essence à mettre en place dans ces systèmes, le choix est limité en effet. Ces diverses pratiques d'âge ont des avantages ainsi que des limites. Et les pratiques les plus courantes sont en effet celles qui optent pour le développement de l'arbre, celles qui optent aussi pour la gestion des eaux pluviales. Il faut dire que parmi les techniques qui optent pour le développement de l'arbre, les structures alvéolaires présentent en effet des coûts assez élevés. Mais aussi en cas d'infiltration, il faut dire qu'il est nécessaire de savoir si l'infiltration est possible dans la zone où nous voulons installer notre dispositif. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai 2 expérimentations en cours qui répondent à ces 2 pratiques. La première concerne le dispositif expérimental de Sun City qui a été conçu pour gérer le ruissellement. Et la deuxième, c'est le dispositif Hydrasol à bariolé qui est mis en place pour stocker le ruissellement, mais aussi pour régler l'arbre en période estivale. C'est un dispositif qui est en cours et je suis actuellement sur le terrain. Là, nous sommes en train de placer les capteurs de microdendrométrie. C'est un dispositif qui permet non seulement d'améliorer la résilience des arbres en période estivale, mais aussi de gérer le ruissellement. Sur ce dispositif, nous comptons mesurer en effet la micro-variation des diamètres, mais aussi mesurer le potentiel du sol. Ce dispositif a été conçu en dotant la fosse de plantation avec une couche de stockage. Les eaux pluviales
ainsi dirigés à travers un collecteur directement sur cette zone de stockage. Dispositif de Sensity. Sensity est une ligne qui a été conçue pour étudier différents paramètres de l'écosystème en ville. Nous avons une ville 1 qui est une chambre climatique recouverte et une ville 2. Et c'est sur cette mini-ville 2 que porte mon étude. La mini-ville 2 est une voirie constituée d'une voirie avec des murs simulant une rue canyon, où nous avons 3 érables boules de part et d'autre de la chaussée, dont un côté alimenté par le ruissellement de la chaussée à travers nous mesurons 2 débitmètres à travers 2 pluviomètres, pardon. Un pluviomètre placé au milieu de la chaussée à 1 mètre et l'autre placé à environ 8 mètres sur le mur. Nous mesurons aussi les débits entrants à partir de débitmètres électromagnétiques, l'un pour les faibles débits et l'autre pour les débits les plus élevés. Le flux de sève, quant à lui, est mesuré à partir du capteur Implex Sapflow de la marque Edafik, qui est basé sur la méthode de dissipation thermique. La tenue en eau dans le sol est mesurée à partir des sondes TDR de la marque Campbell et les débits sortants sont mesurés à partir d'OG basculant. Afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique de notre dispositif, nous avons décidé ici de déterminer différents indicateurs de performance. Nous avons des indicateurs hydrologiques, mais aussi des indicateurs hydrauliques. L'indicateur hydrologique que nous avons pris ici, l'abattement de volume permet en effet de caractériser la capacité de notre ouvrage à limiter le volume ruisselé. Nous avons aussi le temps de vidange qui a été estimé ainsi que le temps de réaction. Par la suite, nous essayons aussi d'établir le bilan sur notre dispositif à travers les différents flux entrants et sortants, mais en tenant aussi compte de la variation du stock dans le sol. En performance, sur notre dispositif, nous avons ainsi essayé nous avons mesuré l'abattement et l'abattement annuel était en effet de 86% sur la période de l'année passée d'avril, puisque nous avons commencé, les capteurs étaient mis en place, tous les capteurs étaient mis en place en avril. Il faut dire donc que sur les 414 mm de pluie que nous avons enregistrés, 357 mm ont été abattus par notre dispositif d'arbres de pluie. Et l'un des événements les plus importants que nous avons enregistrés était de 27 mm. Et pour cet événement, il n'y a pas eu de débordement sur le dispositif de l'arbre de pluie. Ce qui veut dire que notre arbre de pluie est capable de gérer 27 mm de pluie. Et quand nous comparons ces premiers résultats à ceux des toitures végétalisées de l'étude de Ramier, on constate que l'abattement est plus important ici. Il faut dire que là, nous avons des résultats préliminaires que nous allons poursuivre la détermination de ces indicateurs sur différentes saisons et différentes périodes, mais aussi sur différents événements. En ce qui concerne les indicateurs hydrauliques, le temps de réaction ici a été évalué en moyenne à 7 heures, ce qui est quand même élevé. Il faut dire que le temps de réaction représente en effet la capacité de notre dispositif à retarder l'écoulement vers la sortie. Si le temps de réaction est court, il pourrait en effet s'expliquer par l'état hydrique du sol, c'est-à-dire qu'en raison le sol est vide, ce qui va faciliter donc un écoulement rapide vers l'exutoire, ou encore une forte conductivité du substrat ou une fissure qui serait dans le substrat. Nous avons aussi évalué la durée de vidange. La durée de vidange qui est un paramètre important parce qu'il caractérise la capacité de notre ouvrage à se vider assez rapidement afin de collecter de nouveaux volumes pour d'autres événements. Et dans notre cas ici, le temps de vidange a été évalué à environ 70 heures. Il faut dire que dans la littérature, nous avons vu que le temps de vidange pour les arbres de pluie était évalué entre 48 heures et 72 heures.
ce qui veut dire que jusque-là, nous sommes dans la gamme. Et comme je le disais, pour l'indicateur hydrologique, ce sont des résultats préliminaires. Nous essayons d'identifier ces différents capteurs pour d'autres événements et sur d'autres saisons. Ce qui concerne le bilan hydrique, nous avons constaté que le taux d'infiltration est le paramètre le plus important sur cette année, selon 53%, suivi de la transpiration qui était de 29%. Il faut dire que les taux de transpiration les plus élevés ont été enregistrés en période estivale, ce qui montre tout de même que notre arbre de pluie permet de rafraîchir le microclimat urbain. Et en période hivernale ou en automne, nous avons les taux de transpiration les plus faibles, ce qui est normal puisque ces périodes sont caractérisées en effet par la perte des feuilles sur notre arbre. Et notre taux d'exfiltration ici, qui est de 53%, représente en effet la part de volume enregistré qui n'est pas stocké dans le sol et qui n'est donc pas n'arrive donc pas à l'exutoire. C'est cette part d'eau qui servira à recharger les nappes souterraines. Pour finir, je dirais que l'arbre de pluie, en effet, une nouvelle technique, un nouveau ouvrage de gestion des eaux. Il faut dire qu'elle présente les premiers résultats permettent de dire que notre arbre de pluie va participer en effet à la recharge de la nappe souterraine, mais aussi au rafraîchissement du climat et seulement en il va falloir trouver un autre moyen, par exemple, de gérer nos eaux pluviales en période hivernale où nous n'avons pas en effet de feuilles. Et dans le cadre de ma thèse, en effet, je vais continuer à suivre ces différents dispositifs de Sun-City, mais aussi sur le dispositif de Bioélé qui est en cours de réalisation. Et en ce qui concerne le dispositif de Sun-City, la modélisation hydrologique nous permettra par la suite de représenter les différents processus que nous avons déterminés, mais aussi de voir quels sont les facteurs que nous pouvons modifier ou bien sur quels facteurs nous pouvons agir pour augmenter ou afin d'optimiser les fonctions de l'arbre de pluie, que ce soit le stockage ou encore la transpiration de ces arbres. Et on constate en effet qu'avec l'effet du changement climatique, on fait face à de gros orages, ce qui entraîne en effet des cas d'engorgement au niveau du sol sur les arbres de pluie. C'est donc aussi nécessaire d'étudier le comportement de nos arbres de pluie en cas d'excès d'eau. Nous ferons en effet par la suite des essais écophysiologiques pour suivre ce comportement de notre arbre de pluie du dispositif de Sun-City en cas d'excès d'eau. Merci pour votre attention. Merci Ayad. Bon, on a compris, je pense, l'essentiel parce que le PowerPoint était très détaillé. Par contre, le son était vraiment pas très bon. Je suis désolée. Ouais. Je vous en prie. Je vais redonner peut-être la parole à Martin pour pouvoir donner quelques éléments peut-être de synthèse et puis amorcer le débat collectif. Ayad, est-ce que vous pouvez arrêter peut-être le partage pour que tout le monde puisse se voir éventuellement? Oui. Merci. Oui. Martin. Bon, merci pour cet exposé. Donc, je pense qu'au fait, tout le monde a bien vu au fait que un arbre d'alignement peut servir au fait pour d'autres choses qu'embellir la ville. Donc, on voit bien en fait donc, le potentiel de transformer l'arbre en outil multifonctionnel. Donc, non simplement embellir, mais gérer aussi le ruissellement, et donc pas simplement le ruissellement de trottoir, mais aussi de la chaussée. Alors ça, on va notamment avec l'essai qu'on a fait aujourd'hui à Bagnolet, avec la mise en place des arbres de pluie, et donc un traitement local à la place au fait de certains nombres de stationnements. Alors,
Hayat, est-ce que tu pourrais nous donner quelques idées au fait comment cette technique au fait que Hydrasol a commencé à mettre en place, comment elle pourrait se disséminer dans la ville? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'on peut mettre les arbres à peu près partout? On sait que, par exemple, la ville de Paris, bah, elle a un plein Paris-Pluie, mais ouais, quoi, il y a des contraintes au fait, au niveau du sous-sol quand il y a du gypse. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes pour la mise en place de ce type de dispositif? Alors, je ne sais pas si Hayat est toujours parmi nous. Oui, peut-être remettre votre micro, Hayat. Oui, oui. Je pense que j'ai été déconnectée, oui. Alors, est-ce que, donc la question, c'est est-ce qu'effectivement, en analogie au fait de ce qu'Hydrasol a fait à Bagnolet, on peut mettre ce type d'aménagement en place partout? Je citais que la ville de Paris, elle a certaines limitations au niveau du sous-sol. Est-ce que tu pourrais nous citer éventuellement d'autres types de limitations pour la mise en place de ce dispositif ou cette technique pour la gestion de ruissellement en amont? Il y a oui, comme vous l'avez dit, pour ce qui concerne la zone d'infiltration, il y a aussi les infrastructures souterraines qui peuvent limiter le système. Mais ici, nous utilisons un mélange de terre. Allô? Oui, on est tous là. Voilà. Et il y a aussi la limite qui concerne en effet la chaussée, au fait. Il faut que le substrat qui soit mis en place constitue une structure portante. Et c'est pourquoi le système de Stockholm, par exemple, opte pour un mélange de terre-pierre. Et il y a aussi la limite liée, par exemple, voilà, en ce qui concerne le revêtement au niveau de la surface de l'arbre. Il y a certains revêtements qui ne favorisent pas en effet l'aération, ce qui nécessite la croissance et le développement de l'arbre aussi. Je pense que c'est bon. En fait, on t'a haché, donc si je résume de ce que tu dis, c'est au fait, il y a principalement les infrastructures souterraines. J'ai pas entendu. Donc, les principales contraintes pour la mise en place de ce type d'outils dans une zone urbaine pour qu'il y en a plus, pour qu'on ait un impact un peu plus grand. Si je peux bien compris, toi, tu dis qu'au fait, il faut voir s'il y a des infrastructures, c'est ça? Non pas les infrastructures. Il y a la limitation au niveau de l'infiltration. C'est ou bien d'argile. Il faut s'assurer au fait qu'il y a de la, les besoins, il y a celui de là, mais aussi celui de la chaussée. Dans notre cas ici, nous avons des dalles de répartition. Hayat, est-ce que tu es encore parmi nous? Donc, effectivement, bon, Allô? oui, on est tous là. Ok, pardon. Mais en fait, on n'atteint que début de phrase, c'est pas forcément la suite. Alors, est-ce que tu peux résumer brièvement? Bon, si c'est pas Hayat, je vais faire une tentative de résumer. Grossièrement, en fait, pour ce qu'on a vu, donc on est en deuxième année, donc on a vu qu'effectivement, Allô? le contrainte pour la mise en place de l'arbre, c'est notamment en fait le sous-sol. Donc,
les techniques pour la gestion de ruissellement, comme les arbres ou tous les types de végétaux, en fait, ils se basent sur l'infiltration. Et donc, il faut que le sous-sol puisse recevoir sans trop contrainte l'excès, au fait, de ruissellement. Alors, donc, il y a ça, il y a en fait la présence des infrastructures. Donc, on peut avoir des infrastructures type téléphone, gaz, eau, qui peuvent gêner au fait la mise en place des fosses de l'arbre. Et donc ça, c'est des contraintes qui sont importantes et il faut qu'il y ait aussi l'espace en ville et qu'il y a la volonté des gestionnaires de mettre en place ce type d'outils. Et je pense que c'est sous ces points-là, sous ces derniers points, en fait, qu'on n'insiste pas souvent, qu'effectivement, on peut avoir toutes les conditions physiques réunies, mais si les services de la ville ne sont pas prêts à les recevoir, l'innovation, en fait, elle ne sera pas implémentée à une plus grande échelle. D'accord. Bon, je pense que dans la mesure où il y a vraiment des difficultés, d'ailleurs, Ayat n'est plus là, si elle essaie de. Ça serait bien de profiter de la présence de plusieurs membres de Nature Urbaine pour pouvoir justement essayer de creuser un petit peu ces questions-là pour alors à la fois les étudiants du graduate programme qui sont ici connectés, puis peut-être d'autres chercheurs comme Jérôme ou moi qui ne faisons pas partie de Nature Urbaine. Moi, j'avais enfin, des questions d'abord très, très basiques. La première question que j'avais par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, c'est l'avant et l'après de la période d'innovation que Martin a présenté tout à l'heure. Dans nos villes, il y a des arbres. Il y a des arbres qui sont là depuis un moment. Est-ce que ces arbres, on considère aujourd'hui dans les problématiques que vous avez présentées, qui sont celles du ruissellement, qui sont celles de l'évaporation, de la transpiration, est-ce que ces arbres doivent être remplacés ou est-ce que ces arbres ont toujours un potentiel important? Est-ce qu'on est dans une période où on va connaître dans les 20 prochaines années un remplacement massif d'arbres ou pas? Et est-ce que vous travaillez sur le potentiel des arbres anciens? Alors, nous, on ne travaille pas sur le potentiel des arbres anciens. Ça, c'est un projet, au fait, qui est en cours à Lyon. Nous, on s'est basé, au fait, sur les taux de remplacement, au fait, qui sont connus, par exemple, par la ville de Paris, qui est de l'ordre de 1%. Donc, déjà, ça, c'est non négligeable à l'échelle de la ville de Paris, qui a, par exemple, une centaine de milliers d'arbres d'aliments. Donc, déjà 1%, ça sera très bien. Donc, effectivement, on pourrait aller peut-être au-delà, mais je pense que c'est peut-être pas utile, c'est autrement pas bien vu, au fait, arracher un arbre pour mettre un autre en place. Donc, ça a un coût et c'est peut-être pas indispensable. Peut-être déjà profiter de possibilités de nouveaux aménagements ou le remplacement naturel, au fait, des arbres de pluie. Je sais pas, Marie-Christine, si toi, tu as une autre vision sur On ça. peut peut-être aussi, je dis, on peut peut-être aussi se baser sur la pratique une de l'arbre de pluie qui consiste à modifier l'arbre existant, au fait. Donc, c'est-à-dire qu'on crée, au fait, une déconnexion des eaux pluviales, que ce soit sur la chaussure, bien sur les trottoirs, à partir de tranchées d'infiltration. Alors, Ayat, tu as travaillé un peu, au fait, sur la problématique à Lyon ou est-ce que tu en sais plus que moi? Bon, à Lyon, on avait un peu plus travaillé sur la capacité de rafraîchissement. Et il faut dire que les arbres, depuis en période estivale, arrivaient à, comment on appelle, le stock d'eau dans le sol n'était pas insuffisant, comme ça a été le cas des arbres non, des arbres témoins, où il n'y avait pas la déconnexion, en fait. Qu'est-ce que tu appelles avec des connexions? Ceux qui reçoivent le ruissellement de la chaussée, Ok. Et celles qui ne reçoivent pas. Donc, des connexions, c'est ceux qui ne reçoivent pas. voilà, ceux qui ne recevaient pas avaient fait, il y avait un stress qu'on avait pu constater sur la microdendrométrie.
c'est quelque chose que vous avez vu ailleurs, en fait, une différence entre les arbres qui sont alimentés et qui ne sont pas alimentés par l'eau de ruissellement, ou des différences dues à différence d'alimentation d'arbres? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez vu avec Hydrasol d'autres exemples où il y a une différence observable au fait entre le taux de irrigation ou alimentation avec l'eau? C'est le cas de la métropole de Lyon. C'est le seul, oui, en cours, oui. C'est le seul projet qui était en cours, oui. Et donc là, vous avez vu au fait avec la dendrométrie que les arbres qui sont plus alimentés ont une croissance plus Plus importante. alimentés que les arbres témoins, oui, qui ne reçoivent pas le ruissellement de la chaussée, oui. Et donc, c'est quelque chose que statistiquement significatif et que vous avez pu élaborer sous plusieurs sites ou plusieurs éléments. Là, j'ai travaillé sur ça sur la saison 2022 écoulée. Je n'avais pas les données de... Non, ils ont installé en 2021, donc on a pu profiter de la saison 2022. Les données de 2021, je n'ai pas parce qu'il n'y avait pas tous les capteurs mis en place. Donc là, je me base sur les données 2022. Oui. OK, merci. Ok. Alors, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai encore plusieurs, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette thématique de l'arbre de pluie? Je t'entends pas, Jean. Micro. Non, toujours pas. Ah. Peut-être un peu. Ça y est un peu mieux, mais peut-être c'est un niveau de son. Là, Peut-être. peut-être, si je m'approche vraiment beaucoup. Ah oui, là, Je n'entends pas. Oui, c'est bon. c'est bon. Ok, désolé. Du coup, c'était un peu dans le sens de la question, je pense, de Loïc. Non, c'est toujours pas bon? Non, c'est toujours pas très bon, non. Bon, je suis à bienvenue. Je ne sais pas, le Wi-Fi ne doit pas être terrible non plus. Donc, c'était un peu dans le sens de la question de Loïc. Quelle est la différence? Enfin, qu'est-ce qu'on gagne à ces systèmes qui ont l'air assez complexes, en fait? Est-ce que c'est vraiment, finalement, ça double la capacité de rétention? Est-ce qu'on a un ordre d'idée? Oh là là. Ouais. J'écris la question. Moi, j'ai entendu ta question, Jean, je peux peut-être la redire plus haut. Donc, quelle est en fait la différence avec les systèmes plus anciens de gestion des arbres dans la ville et qu'est-ce qu'on gagne, si j'ai bien compris ce que tu disais? Parce que tu rajoutais qu'effectivement, la mise en œuvre semblait relativement complexe. Hayat, tu veux répondre? Il faut peut-être laisser votre micro ouvert ou sinon, Marie-Christine ou Martin, peut-être nous donner des éléments de… Ouais, je peux peut-être donner quelques éléments, et puis Martin aussi. Il faut relativiser la complexité de ces systèmes. Alors déjà, on voit qu'il y a différents types de systèmes, mais ils ne sont pas tous aussi complexes les uns que les autres. Et c'est à relativiser, je pense, par rapport à la complexité générale de construction d'une chaussée et de toutes les infrastructures adjacentes, quoi. C'est pas si complexe que ça quand on est déjà lancé dans des gros travaux de construction de chaussée. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix actuellement. On a besoin de trouver des solutions alternatives, d'une part pour gérer les eaux pluviales en excès, et d'autre part pour faire en sorte que les arbres survivent. Parce qu'il y a quand même des études qui montrent que les arbres existants actuellement, les espèces qu'on a actuellement et dans les conditions de plantation actuelles sont susceptibles de ne pas résister aux conditions climatiques qu'on aura dans 20 ou 30 ans. Alors justement, donc ça, c'est quelque chose que les paysagistes disent beaucoup, en fait, hein, qu'il faut une adaptabilité des espèces. Mais là, on a l'impression que les travaux dont on parle aujourd'hui
sont pas des travaux qui sont faits du côté des paysagistes, mais que ça relève plutôt d'une sorte d'ingénierie de la nature en ville. Et donc, ça pose la question avec qui vous travaillez, parce que qu'est-ce que c'est finalement que cette société-là, Hydrasol? C'est un bureau d'études, enfin, pour moi, c'est complètement inconnu, quoi, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que les métiers des paysagistes sont en train d'évoluer, de changer, ou est-ce que ça vient vraiment plutôt des sciences de l'environnement? Est-ce que ça vient de l'ingénierie? On aimerait bien en savoir un petit peu plus sur ce qu'il y a derrière, en fait, ce type de changement. Alors, je pourrais peut-être essayer de donner un premier début de réponse, sauf si Ayat elle est là, elle veut parler au nom de Hydrasol. En fait, Hydrasol, c'est un bureau d'études. Oui. Je crois que Oui, Martin, il Hydrasol, veut en fait, je mène une thèse chiffre et la thèse chiffre est menée entre le laboratoire, le LESU et Hydrasol. Hydrasol, ça y est, ça a Et ressauté. donc, On peut Hydrasol, essayer de c'est en prendre le fait relais, oui. un bureau d'études qui avait l'habitude, au fait, d'analyser les arbres en ville, travailler avec les arbres et donner, au fait, faire des services pour faire les services pour les collectivités. Et donc, avec le développement de gestion à la source, bah, ils se sont, je pense, lancés, au fait, dans ce type de marché, au fait, qui s'ouvre. Voilà, je pense participer à l'essor de nouvelles techniques qui sont proposées à gauche, à droite. D'accord. J'avais aussi une question, moi, sur l'acceptabilité, parce que on remarque de plus en plus ces conflits, hein, que les conflits urbains se focalisent parfois autour des arbres, pas que, mais autour des arbres. Les gens ne comprennent pas, par exemple, pourquoi un nouvel arbre qui va être planté à un stade relativement intermédiaire, même s'il est à pousse rapide, en quoi cet arbre va plus garantir la biodiversité qu'un arbre ancien avec un port, bon, etc. Donc, qu'est-ce qui est fait pour expliquer aux populations ce qu'on est en train de faire, ce type d'expérimentation? Et est-ce que vous avez des retours sur la manière dont les riverains, par exemple, reçoivent ce qui se passe à Bagnolet? Bon, on ne parle pas de Sen City, puisque Sen City, globalement, c'est quand même un laboratoire bon, voilà, interne. Mais voilà, parce que je pense qu'il y a un intérêt des populations par rapport à ça, mais ça suppose, en fait, si on est dans une phase de transition, ça suppose aussi une forme d'éducation à l'environnement pour expliquer pourquoi on remplace un arbre par un autre, hein, comme le disait Marie-Christine tout à l'heure. Alors, en Bagnolet, il s'agit au fait d'une départementale, et donc c'est le département, en fait, les espaces verts du département, en fait, qui ont pris le devant. Et donc, moi, je dirais pas que c'est quelque chose qui était imposé, mais c'était un aménagement qui était mené, au fait, par le département avec la collaboration de la ville. Et donc, pas dans le visite, en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y avait pas forcément fait un travail avec les riverains. Donc, les riverains, ils savaient qu'il y aurait un aménagement. Cet aménagement, en fait, c'était pas un remplacement, mais c'était une création, en fait, des unités neuves. Donc, en fait, c'était une rue où il y avait du stationnement et tous les deux, est-ce que je le dis bien? Oui, tous les 3 places de stationnement, un demi-place était sacrifié, au fait, pour mettre en place un arbre. Et donc, du coup, en fait, on a la discussion, en fait, des pour et des contre. Donc, il y a un certain nombre d'habitants qui n'ont pas de voiture, donc pour qui, au fait, c'est pas gênant, qui sont contents qu'il y a des arbres, au fait, qui viennent. Et d'autres habitants, en fait, qui ont une voiture et qui doivent se déplacer en voiture et qui sont mécontents parce qu'on supprime, en fait, des places de stationnement. Et donc là, effectivement, sous ces points-là, je pense qu'une pédagogie, en tout cas pédagogique, qu'il faut travailler avec les populations. Alors, pourquoi un travail consultatif n'a pas été fait? Parce qu'un travail consultatif, donc je dis codécision et cogestion en fait, de l'espace public, c'est beaucoup plus long.
Et donc, c'était une demande qui a été faite au fait, dans un appel d'offres. Et du coup, au fait, il n'y avait pas la place dans le temps pour la mise en place au fait, d'une concertation plus élargie avec la population. Ok, je pense, Martin, que vous avez vu la question de Jean hein, dans le chat. Peut-être la relire pour tout le monde. Hein. Si le changement est indispensable à la survie des arbres, quels sont les points qui font que ces changements ne sont pas acceptés ou mis en œuvre dans le cadre des politiques publiques contemporaines? Pourquoi est-ce que les services de la ville de Paris ne s'engagent pas tellement dans ces transformations? Donc, effectivement, bon, là, ça continue un peu, au fait, la question qu'on avait là. Je pense qu'effectivement, c'est des changements qu'il faut accompagner pour que, en tout cas, d'une part, le riverain, il comprend mieux et en fait, qu'il arrive à mieux accepter et éventuellement adapter au fait son comportement ou son usage d'espace public à la présence des arbres. Et d'autre part, en tout cas, en ce qui concerne la ville de Paris, ça fait depuis un an qu'on essaye de mettre en place au fait, ce type d'expérimentation à l'échelle réelle avec le service de l'eau. Et on ne réussit pas parce que les services des espaces verts voient ça au fait comme une complication et une contrainte complémentaire. D'une part, en fait, c'est pour eux de travailler en plus. Donc, ils disent, nous, on va être obligés de gérer de l'eau de ruissellement qui n'est pas notre travail. D'autre part, c'est de travail en plus parce que ces arbres-là, ils vont probablement en fait pousser plus rapidement, ils vont avoir plus de biomasse et on va être obligé d'évacuer cette biomasse. On peut avoir de l'argent pour l'investissement, mais pas pour le fonctionnement. Donc, on ne va pas avoir suffisamment en fait, des gens en plus pour gérer ces types de dispositifs. Et donc, pour nous, pour l'instant, c'est de niet. C'était un peu ce qu'on a eu comme réponse, avec une réponse complémentaire. Là, ils ont dit clairement, c'est des chercheurs qui vont mettre en place quelque chose, ce fait que les gestionnaires ne vont pas savoir utiliser. Et donc, s'il y a une mise en place, il faut que ce soit une mise en place, une création de dispositifs faite ou au moins accompagnée très fortement par les espaces verts. Bon, super, super. Je vois Jérôme qui a ouvert sa caméra. Je suppose que tu as peut-être des questions. En fait, pas vraiment plein de réflexions, donc moi, je ne connais pas tout le monde, donc je suppose que pas grand monde me connaît. Moi, je travaille sur les trottoirs, mais d'un point de vue de géographie sociale, de la production sociale de l'espace, de l'espace public. Donc évidemment, c'est aussi pour ça que je suis venu écouter, parce que le non-humain qu'est l'arbre interagit en permanence avec les humains que je regarde faire. Et c'est assez intéressant les différences de point de vue, parce que là, votre débat final, il est pourquoi ce que disent les sachants n'est pas écouté par les non-sachants, et si on allait écouter les non-sachants, ça prendrait beaucoup plus de temps. Bon, ça, quand on fait de l'urbanisme participatif, on dit non, mais pardon, mais les solutions des sachants, elles ne sont pas durables parce qu'elles ne sont pas appropriées par les autres. Donc, on est bien obligé de sortir de la logique technocratique qui voudrait que les techniciens savent et que les autres doivent s'aligner pour aller vers quelque chose d'autre. Sachant que effectivement, on voit bien que, d'une certaine façon, vous voyez, vous avez introduit, je sais que c'était très très caricatural et que vous le défendriez pas, mais on a un regard esthétique sur l'arbre, mais en fait, l'arbre, il peut rendre un service hydrologique. Enfin, alors que finalement, cette question du point de vue esthétique est beaucoup plus complexe. C'est plus un point de vue synesthésique, celui des humains sur l'arbre, qu'un point de vue esthétique. C'est-à-dire que le point de vue esthétique n'est jamais que l'expression de ce rapport synesthésique à l'arbre. Pour vous en donner un autre exemple que j'ai rencontré, j'ai dirigé une thèse sur la représentation du bruit, là où il y a de la végétation dans l'espace public. Donc, très clairement, tous les usagers considèrent que quand il y a de la végétation,
il y a moins de bruit. Tout le monde impute aux arbres la capacité à filtrer les bruits. Toutes les machines disent le contraire. Les appareils qui sont derrière les arbres et qui mesurent ne voient aucune différence qu'il y ait des arbres ou pas d'arbres. Et pourtant, les humains sont parfaitement consensuels sur le fait qu'il y a moins de bruit quand il y a des arbres. Et en fait, la piste de recherche, c'est la synesthésie, c'est-à-dire que nous, les humains, nous ne différencions pas la perception des couleurs, la perception des températures et la perception des bruits, par exemple, comme le font les machines. Que nous, notre expérience est synesthésique. Et ça, c'est une piste qui me semble très importante pour réfléchir au rapport entre l'arbre et le trottoir comme phénomène social, voilà, et pas seulement comme un problème purement matériel. C'était bon à tout ça que je pensais. Je suis désolé, ce n'est pas vraiment une question et j'ouvrirai des pistes de discussion sans fin, mais il me semble quand même que pour répondre plutôt à Loïc sur la question de l'acceptabilité, il y a la question de refonder la notion de météorologie comme notre interaction avec ce qui arrive. C'est-à-dire la météorologie au sens d'Aristote, quoi. Pas la météo justement technocratisée par l'État-nation moderne, quoi. Et l'arbre, je pense que s'il est critique, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il peut représenter un non-humain avec lequel on imagine pouvoir discuter davantage, si je peux me permettre l'exagération. Et le clin d'œil, bien sûr, au mystique de l'arbre. Mais parce que ce n'est pas seulement esthétique ou hydrologique, c'est toute notre météorologie qui est en jeu. Et l'hydrologie a son rôle à jouer là-dedans, mais justement, sur le caractère tridimensionnel, d'une certaine façon, on voit bien que le non-humain que vous représentez avec cette tridimensionnalité, pour lui, la surface du sol n'est jamais qu'une surface sur laquelle de l'eau peut couler ou ne pas couler. Pour l'arbre, ça ne serait pas une surface sur laquelle toutes les activités humaines tiennent place. Enfin, les activités humaines, j'entends les actions humaines réalisées par des humains. Bien entendu, il y a la négociation avec le sous-sol, c'est-à-dire tout cet encombrement du sous-sol, il y a la dimension aérienne, mais ce dialogue-là dans le 3D, disons, il y aurait peut-être à réinsérer l'hydrologie dans ce dialogue 3D. Je trouve que ça serait, en tout cas moi, ça m'intéressait beaucoup, pouvoir enrichir la question de la perception systémique de l'environnement par les usagers, de pouvoir mieux insérer ça. Mais je pense qu'il ne faut pas le raisonner comme des sphères opposées, enfin, qui seraient l'esthétique d'un côté, par exemple, et l'hydrologie de l'autre. Enfin, je vois des pistes théoriques pour les articuler au contraire. Voilà. Mais je suis désolé, ce n'était pas une question, c'était un commentaire. Et non, mais je pense que c'est vraiment super commis intéressant. l'erreur Oui. voilà, de C'est me vraiment demander de parler alors qu'il ne devrait jamais. Non, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'ouvrir un petit peu sur un certain nombre de choses, même si ce n'est pas, évidemment, on a bien compris le cœur de cible de la thèse d'Ayat. Moi, en écoutant le commentaire de Martin juste avant, je pensais, quand vous avez abordé la question des services gestionnaires qui sont réticents au changement, mais bon, c'est un grand classique des sciences sociales, cette réticence au changement de manière de gérer. Je pensais aux travaux de Reinhard Kressel, que vous connaissez bien, qui, notamment sur les élagueurs, où il expliquait bien que le métier d'élagueur, qui est un métier qui a priori est enraciné, sans jeu de mots, depuis le 19e siècle, il était en train de changer avec la révolution numérique, mais sans forcément prendre en compte ce que vous avez dit là. Et c'est vrai que c'est tout à fait intéressant de prendre en compte, pas simplement les riverains, les habitants, les usagers, mais prendre aussi en compte les professionnels. Et ce qui m'a aussi intéressé, c'est le fait qu'on a aujourd'hui une approche cloisonnée par service, qui est en fait un héritage de la manière dont cette administration de la gestion de la ville de Paris s'est construite, et qui n'était pas le cas au départ. Jean-Charles Alphand, au XIXe siècle, un des principaux collaborateurs d'Haussmann, était à la tête des promenades de Paris, et tout le monde le considère aujourd'hui comme l'urbaniste en chef de la ville de Paris au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on gérait à l'époque les parcs, l'arbre, en même temps qu'on gérait
qu'on gérait les percées. Donc, c'est vrai que retrouver cette circularité paraît être une des conditions de l'acceptabilité professionnelle, sociale, politique de la transition aujourd'hui. Il y a effectivement pas mal de grains à moudre autour de ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Parce qu'on arrive à la fin de la séance, là, déjà. Bon. Alors peut-être juste, Martin et Marie-Christine, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs thèses comme celle d'Ayat qui étaient en fait sur ce type de programme. Comment vous avez fait pour répartir un petit peu le travail? Marie-Christine, je pense que c'est toi qui peux mieux parler un peu de thématiques au pur que moi. Moi, je l'ai introduit au départ en disant en fait, qu'on est plusieurs et qu'il y a plusieurs thématiques en fait, qui sont abordées. Alors, donc c'est une thèse qui rentre dans le cadre de l'Observatoire d'hydrologie urbaine eau pure. Il y a dans une des thématiques qui est la gestion à la source des eaux pluviales. Dans cette thématique, on regarde vraiment l'échelle de l'ouvrage de gestion. Il y a une autre thématique où on regarde les effets de la diffusion de ces systèmes à l'échelle de la ville. Et effectivement, il y a plusieurs thèses en cours dans le cadre de cette thématique. Il y en a une qui travaille spécifiquement sur mieux évaluer l'évapotranspiration en milieu urbain. Il y a la thèse d'Ayat qui regarde notamment la performance hydrologique des systèmes d'arbres de pluie. Il y a son pendant qui est la thèse de Ting Rao qui regarde les jardins de pluie, donc qui est également en termes vraiment de fonctionnement hydrologique et de modélisation. Il y a une thèse qui est plus sur les aspects polluants, qui regarde le devenir des polluants piégés dans les sols de ces ouvrages-là et les potentiels de biodégradation. Voilà, donc c'est des thèses qui sont sur des sujets très voisins, mais chacun avec une entrée un peu spécifique, soit en termes de processus considérés, soit en termes d'objets étudiés. D'accord, merci. On retrouve évidemment tout ça sur… Et c'est des travaux qui sont développés en interaction étroite avec des collectivités territoriales de la petite couronne parisienne qui sont des partenaires historiques en fait, de l'Observatoire eau pure. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, on arrive au bout là et on va essayer de respecter quand même le format. Donc, bah, je voulais d'abord vous remercier d'avoir organisé ce déjeuner parce que on est un certain nombre autour de l'écran, avoir appris quand même beaucoup de choses, hein. Voilà, on abordait ces questions d'arbres peut-être de manière un peu basique autour simplement des îlots de fraîcheur. On a appris quand même pas mal de choses. Merci d'avoir fait Ayat un PowerPoint qui était très très didactique, même s'il est passé assez rapidement. Je suis désolé pour vous de la qualité de son qui a empêché vraiment de créer le dialogue, mais on a essayé de le conduire quand même avec Martin, Marie-Christine et puis Jean et Jérôme. Voilà, donc ce sont quand même des sujets intéressants qui méritent vraiment d'être mis en discussion avec les sciences humaines et sociales. Donc à suivre, vous pourrez retrouver dans quelques jours en fait ce déjeuner jeunes chercheurs sur le site du LabEx Futur Urbain et peut-être revoir, là je parle aux étudiants du graduate programme, le PowerPoint qui est passé assez vite et pouvoir vous en inspirer. Donc merci. Le prochain déjeuner jeunes chercheurs a lieu le 15 mai dans un mois. Ah non, il y en a un en avril donc, qui va arriver. Donc je crois que c'est le 15 avril, mais on vous le redira sur les canaux habituels. Donc je vous souhaite une bonne après-midi à tous et à toutes et vous remercie de votre présentation. Au revoir. Merci pour l'organisation et à bientôt. Merci Martin. Merci à vous. Merci au groupe aussi.